Ben, un grand bonjour à tout le monde, ravi de nous retrouver ici avec vous tous et nous avons tous hâte, Cyril, de t'écouter. Et voilà, parce qu'on sait comment tu peux être inspirant et éclairant. Donc, je me tais. C'est gentil, on va essayer de ne pas trop se mettre de la pression. Je m'appelle Cyril Descassis, j'enseigne les mathématiques au lycée Théophile Gautier à Tarbes. Donc, on va parler aujourd'hui du plan de travail, de la coopération, notamment, ce sont des modalités que j'utilise pour différencier en mathématiques. Donc, d'où est-ce que je parle? Je suis enseignant, mais également j'ai été auparavant enseignant de technologie en collège. Je m'appuie notamment sur des travaux de Sylvain Connac, enseignant-chercheur à Montpellier, sur la coopération. Donc, ça va être le cadre théorique de mon intervention. Alors, il n'y a pas que ces travaux que j'utilise, mais particulièrement les siens. Je ne suis pas seul à travailler comme ça. Il y a des personnes comme Guillaume Caron et bien d'autres collègues qui travaillent de cette façon-là. Alors, je vais me montrer Guillaume parce que lui aussi est professeur de mathématiques. Il y a Julie Lefort également, mais bien d'autres enseignants. On fait partie des cahiers pédagogiques du CRAP. Donc, voilà d'où je vais parler. Lorsque j'ai débuté comme enseignant, je me suis posé un certain nombre de dilemmes. Est-ce que je devais instruire ou également éduquer? Est-ce que je devais privilégier les savoirs de mathématiques ou également les compétences transversales? Est-ce que je dois passer... comment gérer mon temps? Entre les moments où c'est moi qui enseigne, les moments où je vais leur laisser du temps pour apprendre, les moments où je vais les évaluer, etc. On arrive face à pas mal de dilemmes professionnels. Je n'étais pas le premier à me poser des questions, donc j'ai été voir ce que d'autres avaient imaginé. Alors, j'ai lu énormément de livres, là, il y en a quelques-uns, c'est une petite partie de ma bibliothèque qui est un peu plus imposante que celle-là. Et malheureusement, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de recette miracle. Donc, ça veut dire que je n'ai pas trouvé un petit livre, par exemple Orange, qui me donnerait la méthode à utiliser. Bon, sinon, on embaucherait les enseignants à Bac+2, on leur dirait quoi appliquer et ça serait plus facile. Mais lorsqu'on travaille avec de l'humain, c'est bien plus complexe que ça. Alors, il se dégage quand même de ces différents livres des invariants. Donc, j'en citerai quelques-uns au fur et à mesure de la présentation. Et puis, reste à l'enseignant de devoir faire des choix. Alors, d'où est-ce que j'ai fait mes choix? Je vais m'appuyer sur des valeurs. Donc, une des premières valeurs, c'est l'équité. J'ai choisi de donner plus à ce qui en avait le plus besoin. Ce qui a petit à petit m'a obligé à évoluer parce que les meilleurs élèves pouvaient être amenés à s'ennuyer parce que je m'occupais davantage de ceux qui avaient des difficultés. Donc là aussi, j'ai dû remédier à ça et faire évoluer progressivement mes pratiques. Une autre valeur, ça va être la fraternité. Donc, je vais plutôt personnaliser qu'individualiser. Ça veut dire quoi? En mathématiques, vous avez des sites internet comme le très bon site CopMat. Il y a Rémi Angot qui en a parlé mardi. Et avec des sites comme celui-là, on pourrait être tenté de laisser les élèves seuls face à leur exercice. S'ils ont réussi l'exercice, ils passent à un exercice plus complexe. S'ils ont loupé, ils vont revenir. L'ordinateur va leur reproposer des exercices du même niveau pour qu'ils apprennent leur erreur, etc. L'inconvénient de ça, c'est qu'on les coupe de la possibilité de s'entraider, de la possibilité de devenir tuteur, etc. Donc, on va les couper de la possibilité d'apprendre avec les autres, voire d'apprendre par vicariance, c'est-à-dire par imitation. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça qu'en plus d'individualiser, bien sûr qu'il y aura des moments où on va travailler seul, mais on va pouvoir profiter des collectifs pour apprendre à plusieurs si besoin. Je m'appuie sur d'autres valeurs comme la croyance en l'éducabilité de tous. Lorsque j'ai des élèves au lycée qui m'arrivent en seconde avec un niveau 6e en mathématiques, je ne me dis pas que cet élève n'a rien à faire au lycée général, qu'il aurait fait mieux d'aller en voie professionnelle. Je crois qu'il peut progresser. Alors, je fais la distinction entre progresser et réussir. S'il arrive à un niveau de 6e à un niveau 4e, il aura progressé. Et c'est très bien pour... déjà son estime de lui-même, voir qu'il n'était pas si nul que ça. Par contre, ça sera insuffisant, il n'aura pas réussi, ça sera insuffisant pour pouvoir suivre la spécialité mathématique en première. Mais pour réussir dans le tronc commun ou se réorienter vers une voie professionnelle ou technologique, ça peut être
une dynamique très positive pour l'élève. Un autre principe, c'est le principe de cohérence de Daniel Favre, notamment qui a fait des travaux sur la motivation. Et là aussi, je ne me dis pas que s'il est nul en maths, c'est parce qu'il fait exprès ou parce qu'il est feignant. Pas du tout. Moi, je pars du principe qu'on a tous de bonnes raisons d'agir comme nous le faisons, de ressentir ce que nous ressentons, etc. Notamment en mathématiques où les émotions sont très prégnantes. Je m'excuse, la collègue Madame Rutter, je ne me rappelle plus son nom exact, qui a fait didacticienne en mathématiques, qui a fait des travaux sur émotions et mathématiques, et voir que, vous le savez, si vous enseignez les mathématiques, c'est très binaire, on peut adorer ou on peut détester les mathématiques. Donc, principe de cohérence, je me dis que je ne cherche même pas des fois à savoir pourquoi ils réagissent comme ça, je me dis qu'ils ont probablement de bonnes raisons, peut-être même inconscientes, et je vais partir de ça pour aider tous les élèves sans porter de jugement hâtif. Sinon, on va tomber dans ce que Dominique Bucheton appelle des jugements hâtifs. Celui-là, il est feignant, je ne pourrais rien pour lui. Ce sont des bonnes raisons pour l'enseignant de ne pas chercher à faire progresser ces élèves-là. Alors là, il y aura d'autres travaux qui vont montrer. Alors, Serge Boimard, qui s'était intéressé à l'enseignant, à l'élève et la peur d'apprendre, c'est également après intéressé à l'enseignant et la peur d'enseigner. Et on a tous des bonnes raisons pour dire, bon, dans ma classe, c'est pas possible, dans ma discipline, c'est pas possible. Oui, mais... Donc, on a tous de bonnes raisons pour ne pas essayer. Alors moi, je ne veux pas faire culpabiliser les enseignants en disant ça, mais c'est tout au contraire me dire, si j'accepte ma part de responsabilité, oui, les responsabilités sont partagées. Il y a le système dans lequel je travaille, la salle qu'on me fournit, 34 élèves avec très peu de place pour circuler. Il y a les programmes qu'on m'impose, il y a la famille, il y a l'élève, etc. Tout ça, je ne peux pas agir une fois que je suis dans ma classe sur ces éléments-là. Donc, je vais rester que sur les éléments sur lesquels je peux agir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il me reste une part de pouvoir et de liberté. Donc, j'y tiens, c'est ce qui fait que je continue à adorer ce métier. Et c'est des valeurs qui sont partagées dans différents collectifs. Donc, si on est tout seul, il y a le risque d'abandonner. Donc, je fais partie des cahiers pédagogiques, de COPMAT avec Rémi Angot, dont je parlais tout à l'heure, et bien d'autres collectifs, le laboratoire de mathématiques des Hautes-Pyrénées et d'autres collectifs d'enseignants. Donc, je reviens rapidement sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre avec les travaux de Daniel Favre. Et on va passer par plusieurs émotions. La première chose, c'est se rendre compte qu'on ne sait pas faire. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Je prends un enfant de 7 ans et il se rend compte qu'il ne sait pas faire ses lacets. Jusque-là, il ne s'était pas posé de questions. Tout d'un coup, il s'aperçoit que d'autres savent faire les lacets et pas lui. Sentiment négatif, désagréable, c'est ça qui va pousser l'être humain à apprendre, à chercher à apprendre. Et lorsqu'on y arrive, ça va être des shoots de dopamine, on va avoir la récompense dans notre cerveau et on va être fier et on va être très content. D'ailleurs, la première chose, c'est qu'on a envie de le montrer à tout le monde. Dès qu'on est en réussite quelque part, regardez, j'ai réussi. C'est le Eureka de Archimède. Et puis au final, on devient compétent. On a oublié que ça nous posait des difficultés de faire ses lacets. Vous avez fait vos lacets peut-être ce matin et vous n'avez pas eu d'émotion particulière, vous aviez oublié que ça vous avait posé souci à un moment donné. En mathématiques, on va voir la même chose. Tout d'un coup, on se rend compte, on arrive en classe, on se rend compte que le professeur veut nous parler du théorème de Pythagore. Ah mince, qu'est-ce que c'est ce truc? Je ne sais pas faire. Sentiment désagréable, on se sent incompétent. Et puis, parce qu'on va s'entraîner, parce qu'on va persévérer, on va avoir ce shoot de récompense, de dopamine, à condition qu'on n'ait pas... trop insister sur des récompenses externes comme la note. Je suis content d'avoir une bonne note, du coup, j'en oublie que je suis content d'avoir appris Pythagore. Puis on finit par être compétent là-dedans. Et moi qui enseigne ça depuis un petit moment, j'ai même oublié les difficultés que j'avais eues lorsque j'étais élève. Alors le souci qu'on est expert, c'est qu'on s'éloigne des difficultés de nos élèves. On oublie, on ne sait même pas pourquoi ils rencontrent des difficultés des fois. Donc, principe de cohérence, moi je me dis qu'ils ont de bonnes raisons de rencontrer des difficultés. Là où il faut être vigilant, c'est dans la phase justement où on a la conscience qu'on est incompétent. Il y a des élèves qui sont touchés par ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Ils finissent par se dire que quoi qu'ils feront, ils n'arriveront pas à progresser. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Là, il y a un risque de décrochage.
Donc, on a des décrocheurs scolaires, on a des élèves qui ne viennent même plus ou qui ont mal au ventre lorsqu'ils savent qu'ils vont avoir mathématiques le lendemain, etc. Donc, il faut un point de vigilance vis-à-vis de ces élèves-là, surtout les élèves qui se retrouvent à rendre feuille blanche entre 0 et 5 ou des choses comme ça. Donc, il va falloir créer un climat de classe où ils vont pouvoir trouver du soutien, et j'y viens. Donc, à quoi va ressembler une séquence d'enseignement? Alors ça, c'est issu des travaux en didactique comparée, plusieurs disciplines qui se mettent ensemble et se disent, tiens, à quoi pourrait ressembler une séquence modèle, entre guillemets. C'est un outil de laboratoire. Mais ça colle assez bien avec ce que je fais en mathématiques. Guillaume Caron, j'ai vu présenter ça l'autre jour en disant que peut-être que dans d'autres disciplines comme les langues, il y aura, eux, ils attendent une production finale, des choses comme ça, c'est peut-être un petit peu différent. En tout cas, pour en rester sur ce qu'on fait en mathématiques, je pars d'une situation de problème. Là, c'est la didactique des mathématiques qui vont m'aider à la construire, cette situation de problème. Il va y avoir un temps individuel de 2 minutes. L'idée, c'est juste qu'ils s'approprient la consigne et qu'ils mettent leurs soucis de côté pour se mettre en activité. Donc, ils n'ont pas le temps de finir le travail, que je les mets de suite en groupe. Et le travail en groupe va durer que 5 minutes. Donc là non plus, ils n'auront peut-être pas fini en 5 minutes ce que je leur ai donné. Et on va faire un retour en classe entière pour confronter nos idées. C'est à ce moment-là qu'une fois qu'on aura confronté nos idées, que je vais pouvoir faire la trace écrite, la synthèse, que l'on va pouvoir construire ensemble pour ensuite s'entraîner. Alors, quelles sont mes intentions lors de ces différentes phases? Je l'ai un peu sous-entendu, je vais l'expliciter. Dans cette première partie, parce que je pourrais faire la leçon directement, pourquoi j'ai investi 10 minutes, un quart d'heure à passer par du travail en groupe, une situation de problème, alors qu'on pourrait directement, il y a des programmes à finir, il faut qu'on avance. L'idée, c'est de ne pas attendre que des élèves rencontrent des difficultés, et donc c'est leur permettre de rentrer dans les apprentissages progressivement, et pour que le problème que j'avais prévu pour eux, la leçon que j'avais prévue, répondent à des questions qui se sont posées. C'est ce que Guy Brusseau va appeler la dévolution. Ça devient leur problème, ils ont envie de savoir. Donc, ils finissent par se demander, mais qui a raison? Et donc, pour ça, on va, dans ces moments de travail en groupe, alors un problème en travail en groupe, il devrait y avoir un conflit socio-cognitif. Mais ils ont tendance à arriver à un compromis, à un consensus mou, pour ne pas se fâcher avec le copain, par exemple, ou parce qu'on va croire le premier qui parle, ou parce qu'on va croire celui qui est meilleur en maths. On ne va pas oser dire qu'on pense autrement. Alors, c'est ça qui va être intéressant. Donc, le retour en classe, en fait, il va servir juste à l'enseignant à mettre la pagaille dans la tête des élèves. Oui, mais tel groupe dit ça, alors que tel autre dit ça, etc. Le but, c'est que l'élève finisse par douter de ce qu'il croyait, de ses intuitions. Parce qu'on va partir de ses intuitions. C'est David Bessis en maths qui vient de publier un livre récemment, là où il dit bien que les mathématiques, des gens pensent qu'ils sont nuls en mathématiques parce qu'il y aurait des gens logiques et d'autres pas logiques. Or, la logique n'est pas naturelle. La logique, elle a été créée par l'homme. Donc, lui, il dit plutôt qu'apprendre, c'est transformer nos intuitions. Quand on devient expert en maths, c'est qu'on a transformé nos intuitions, ça ne nous demande plus d'efforts. Face à un problème, on va raisonner d'une certaine façon. Eh bien, c'est ça ce qui va se passer. On va partir des intuitions des élèves et puis l'enseignant va apporter le savoir expert. Alors là, il y a un souci avec le socio-constructivisme. Certains en croient, et c'est pour ça qu'on va on va insulter des collègues de pédagogistes, parce que certains pensent qu'il faudrait que l'élève découvre les savoirs par eux-mêmes. C'est très dangereux de faire ça. Par exemple, lorsqu'il y a une démarche d'investigation, avant j'étais professeur de technologie, la démarche d'investigation sert surtout à apprendre à mener des investigations. Les travaux d'André Tricot l'ont bien montré ça. Pour apprendre le savoir, il faut à un moment donné que l'enseignant intervienne et aide les élèves à structurer le savoir. Sinon, les élèves les plus fragiles risquent d'apprendre des choses erronées. Donc maintenant que j'ai assumé mon rôle d'expert, il ne suffit pas que je l'enseigne pour qu'il ait compris.
Alors, le rôle d'expert, vous pouvez le faire de différentes façons. On peut quand même faire des classes inversées, on peut quand même faire une démarche d'investigation, aller lire la leçon dans le livre, où l'enseignant le fait au tableau, puis on peut recopier sa trace écrite, etc. Quoi qu'il arrive, il faut s'assurer qu'il y a un lien entre ce que vous voulez enseigner, ce que l'élève croyait, ce qu'il va finir par en comprendre. Donc, pour qu'il comprenne vraiment, il faut lui laisser du temps pour apprendre et pour s'entraîner. Donc, c'est là qu'il va transformer ses connaissances, ses intuitions. Elles vont se transformer petit à petit. Les neurosciences le montrent bien, ça également. Et c'est là que je parlais de différenciation dans mon titre. Donc, vous voyez que dans les premières étapes, on a des différenciations par des modalités successives. Mais au niveau de l'entraînement, on ne va pas tous prendre la ligne de départ au même point. J'ai des élèves qui arrivent avec un niveau 6e en seconde, quand d'autres arrivent avec un excellent niveau de 3e. Tous n'auront pas été attentifs de la même façon à ce que j'aurais enseigné. Donc, il va falloir que je différencie. Et là, je vais devoir différencier de façon simultanée. Tout le monde ne va pas faire la même chose en même temps. Alors, comment faire? C'est là qu'un outil comme le plan de travail m'a aidé à organiser la classe comme ça. Moi, je suis parti des travaux, par exemple, de Célestin Freinet. Alors, le plan de travail, ça venait du plan Dalton aux États-Unis. Je n'ai pas revu mes notes, mais ce n'est pas bien grave pour l'aspect théorique. Je vous renverrai un lien. On a fait une très bonne fiche là-dessus dans les cahiers pédagogiques. Et simplement, je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais dire. Oui, le plan de travail, je suis parti du premier degré en me disant, mais il y avait des classes où il y avait des élèves dans la même classe, en CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Au niveau de l'hétérogénéité, premier degré, ils étaient à fond. D'ailleurs, Sylvain Connac enseignait dans des classes multi-âges avant de devenir chercheur. Donc, je suis parti de ça et je l'ai appliqué à des élèves de collège, puis à des élèves de lycée. Donc, à quoi ça peut ressembler? Voilà un petit document. Peut-être qu'on peut faire pause sur l'enregistrement parce que je vais vous laisser une petite minute pour le lire. Et je vous propose de revenir dans une minute et donner quelques explications. Donc, après ce temps de lecture, je vous propose, vous avez un outil d'annotation. Donc, Audrey nous proposait d'annoter sur le plan de travail des choses qui vous surprennent ou sur lesquelles vous voudriez que je développe. À vous de jouer. Alors, la partie travail personnalisé, donc là, on a une feuille de route qui va nous donner la liste des exercices à faire sur la leçon des probabilités conditionnelles. Et dans la partie travail personnalisé, en fait, on va avoir deux types de choses. Des élèves qui vont sélectionner des exercices pour aller plus loin, ou d'autres qui vont se noter ici des exercices pour revenir sur des leçons précédentes qui leur ont posé souci. Parce que souvent, dans un cours, je démarre certains cours avec des questions flash pour travailler la mémoire à long terme. Et ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qu'ils ne savent plus faire, ils ne savent plus factoriser ou résoudre des équations, des choses comme ça. Donc, ils vont aller noter ici les éléments qu'ils doivent retravailler ou les leçons précédentes qui leur ont posé souci. Alors, on voit quelqu'un entouré à partir de la page 224, c'est parce que c'est l'endroit où ils vont trouver la leçon. Je veux insister sur le fait que les exercices sont là pour essayer de comprendre ce que j'ai voulu expliquer. Et donc, je suis toujours surpris que des élèves se lancent dans des exercices en début d'apprentissage sans jamais s'appuyer sur la leçon. Ça veut dire qu'ils sont dans la devinette. D'où peut-être cette erreur sur le socio-constructivisme où à un moment donné, ils ont peut-être été habitués à essayer de deviner ce qui se passait. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Sinon, ils vont s'inventer des règles qui ne vont pas fonctionner. Donc, je rappelle la page du livre à partir de laquelle ils vont trouver la leçon. Puis ensuite, il y a des exercices. Vous avez vu que certains étaient en gras, d'autres non, parce qu'ils vont avoir l'autocorrection. Donc, si je vais juste à la page précédente, alors je ne sais pas si je reviens là, si on verra les annotations. Oui, elle reste, donc c'est bon. Sur la page suivante, ils ont l'autocorrection parce que l'idée en début d'apprentissage, c'est d'avoir un feedback immédiat, un retour, une rétroaction immédiate. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je me trompe? Mais une façon, c'est de faire de l'auto-évaluation ou autocorrection. Et il va y avoir des exercices en gras
Par exemple, l'exercice 22 ici, où l'élève doit venir me voir. Donc, si je reviens là, les exercices qui sont en gras, c'est des exercices où j'ai 30 élèves, ils vont venir à tour de rôle au tableau, et moi, je vais leur dire « Ok, tu es sur la bonne voie » ou « Non, tu n'es pas sur la bonne voie ». Alors, je n'aurai pas toujours le temps de rentrer dans les détails. Si je repère tout le temps le même type d'erreur, on corrigera en classe entière. Et sinon, c'est là que la coopération va pouvoir se mettre en place. Il y a des élèves qui vont pouvoir aider les autres. Ils vont également repérer de 2 couleurs différentes. Alors là, c'est des exemples de couleurs, c'est eux qui choisissent la couleur. Au fur et à mesure qu'ils font les exercices, ils repèrent les exercices qu'ils pensent savoir refaire seuls d'une couleur et ceux qui leur ont posé souci d'une autre couleur, ce qui va leur permettre de planifier leur révision. C'est-à-dire, ah oui, ce type d'exercice, celui-là m'a posé souci, j'avais dû demander l'aide à un camarade ou à un professeur ou je n'ai pas bien compris la correction. Donc, ils vont pouvoir laisser un temps d'oubli, réessayer ou venir me poser des questions. Puis, quelque chose que vous n'avez pas entouré, c'est les degrés d'autonomie. Ouais. Oui, justement, j'allais poser la question parce que même si j'entoure, j'ai peur que ce ne soit pas compréhensible pourquoi je l'entoure. En fait, je veux savoir qui remplit ce degré d'autonomie et s'ils le font en lien avec vous ou si c'est le sentiment qu'ils ont. Et à ce moment-là, pourquoi il y a une case degré d'autonomie à cocher et je me sens responsable. J'ai l'impression que c'est un peu redondant. Donc, effectivement, la partie à gauche, c'est moi qui leur indique leur degré d'autonomie. Et notamment les élèves qui, sur les évaluations, par exemple, là, avant la fin du plan de travail, ils vont avoir une évaluation écrite. Quand on en sera à peu près aux 2/3 du plan de travail. Les apprentissages ne sont pas finis, mais je veux vérifier comment ça se passe jusqu'à maintenant. Dans mon évaluation, il y aura 3 exercices. Donc, les exercices vont du plus simple au plus complexe dans le plan de travail. Donc, il y aura toujours un exercice d'application directe du cours. Ici, on est en première, donc il y aura des exercices qu'on trouvait dans les sujets des E3C qui ont été supprimés, mais on a une très bonne banque de situations de problèmes, d'exercices, pardon, qui correspondent aux élèves qui auraient dû arrêter la spécialité mathématique en première. Donc, c'est pour moi le niveau moyen à atteindre. Et il va y avoir après des exercices pour aller plus loin, notamment parce qu'il y a des élèves qui veulent aller poursuivre les mathématiques en terminale, voire aller jusqu'à mathématiques expert. Quand je vais passer cette évaluation, je vais voir qui aura réussi et qui n'aura pas réussi. Sur l'évaluation, il va y avoir une auto-évaluation où ils devront me marquer est-ce qu'ils pensent avoir réussi, oui, plutôt non ou non. Est-ce qu'ils avaient bien travaillé, oui, plutôt non ou non. Et donc, il y a des élèves qui me disent, bon, il y en a qui réussissent et qui disent avoir bien travaillé, ça paraît logique. Par contre, il y en a qui disent avoir bien travaillé, mais le résultat à l'évaluation, ils échouent. Ça veut dire que ces élèves, je vais les mettre en degré d'autonomie 1, ils vont venir me voir systématiquement, ils ne vont plus utiliser les corrections à disposition, ils vont venir me voir systématiquement afin que je puisse voir comment ils travaillent. Est-ce qu'ils s'appuient sur la leçon? Comment ils font lorsqu'ils ont une correction sous les yeux? Est-ce qu'ils se contentent de regarder le résultat? Est-ce qu'ils font le lien avec les connaissances qu'il fallait mobiliser? On peut aller jusqu'à la rédaction, etc. Donc, eux vont être en conduite accompagnée pendant 2 ou 3 semaines. Et à nouveau, je vais les laisser seuls. Donc, c'est un apprentissage progressif de l'autonomie. Parce que les premières fois que je fais ça, il ne faut pas rêver. Il y a des élèves, je les laisse tranquilles pendant 20 minutes, une demi-heure. Bon, j'ai le dos tourné, ils vont regarder sur le téléphone portable, ils vont faire autre chose. Certaines ne vont pas travailler. Mais ils ont des raisons de faire ça. Peut-être qu'ils se sentent nuls, peut-être qu'ils sont préoccupés. Des fois, certaines ne travaillent pas parce que la maman avait une chimiothérapie le matin, parce que c'est l'anniversaire de la petite sœur qui est décédée il y a 3 ans. Enfin, des fois, ils vous confient des choses, c'est vraiment difficile. Donc, j'évite de poser des jugements. Mais en tout cas, voilà, pendant ces 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, ils vont systématiquement venir me voir et à nouveau, ils seront libres. Et puis, le degré d'autonomie 3, c'est des élèves que je les autorise à ne même pas faire les exercices du plan de travail qui sont là. Il y en a qui ont compris que dans le livre, il y avait des exercices plus simples et d'autres plus complexes. Ils passent très vite les exercices les plus faciles. Donc ça, c'est mes meilleurs élèves qui vont très vite vers des exercices beaucoup plus compliqués.
Et eux, après, m'envoient un mail en me disant « Monsieur, est-ce que vous pourriez m'envoyer les corrections de tel et tel exercice qui n'était pas dans le plan de travail ?» Donc, eux, ils sont dans la partie en dessous, là, travail personnalisé, et c'est eux qui planifient leur parcours. Ça leur permet d'aller plus vite et de ne pas être obligés d'attendre que les autres progressent. Donc, j'ai même des élèves qui peuvent aller au-delà des attentes du programme. Alors, ils sont peut-être que 2 ou 3 dans la classe, mais voilà, pour eux, il y a cette possibilité-là également. Voilà. Ce qui se passe lorsque des élèves rencontrent des difficultés, c'est que systématiquement cette année, j'essaie de rencontrer les parents et l'élève. On passe une vingtaine de minutes à parler de ça, à voir comment améliorer les méthodes de travail. Et donc, je n'ai plus d'élèves qui me rendent feuille blanche, je n'ai plus d'élèves qui n'osent plus demander de l'aide. Alors, c'est du temps que j'ai investi pour recevoir les parents, pour faire des visios, mais que je gagne sur d'autres choses. Par exemple, je ne mets plus en forme de documents à la maison, ça prend un temps fou alors qu'il y a le livre. Donc, je vais plutôt utiliser des mises en forme de différents livres, parce que des fois, c'est présenté différemment. Des fois, la définition dans une leçon va devenir une propriété chez un autre éditeur, et inversement. Voilà, donc ça va être intéressant d'observer ça et de leur apprendre à se construire leur propre résumé, leur propre trace écrite. Donc, il faut qu'ils fassent un résumé. Donc, on le voit dans la partie gauche ici. Ils sont obligés de demander de l'aide. Je n'ai pas le droit de partir sans avoir rien fait. Il y a de l'exigence, il y a de la bienveillance, mais il y a de l'exigence. Si j'ai eu 5 sur 20 une évaluation, j'ai le devoir de réessayer à nouveau. Donc, voilà un petit peu pour ce document. Donc, on pourrait, dans un travail personnalisé aussi, aller vers des projets. On peut avoir le projet de faire Donc, j'ai des élèves qui ont été faire des capsules vidéo, qui jouent aux youtubeurs et qui nous expliquent des choses en mathématiques. Donc, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus personnel et beaucoup plus diversifié. Ça va pour cette partie-là? Oui, Jean-Yves? Pardon, le temps que j'allume mon micro. Ouais, j'avais plusieurs questions. Combien tu arrives à gérer d'élèves qui sont en degré 1 d'autonomie, à peu près? J'en prends à peu près 6. C'est-à-dire que je prends ma liste de classes, je les classe par ordre croissant de moyenne, on va dire, et à partir de ça, je prends les 6 les plus en difficulté. Lorsqu'ils vont être pendant 2 semaines là, en conduite accompagnée, certains vont progresser vite, d'autres, ça va être beaucoup plus long. Les difficultés, des fois, partent de loin. Et donc, parmi ces 6-là, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont remonter, et ce qui fait qu'il y en a 2 ou 3 nouveaux qui vont être en conduite accompagnée, etc. Donc, c'est pour ça que jusque-là, j'ai rencontré quasiment tous les parents des élèves qui ont moins de 10 sur 20, au moins en première. Okay. En seconde, c'est un petit peu différent. On a une réunion demain matin, d'ailleurs. Ok. Et j'ai une autre question, parce que là, je vois, alors je ne sais pas sur quel manuel tu travailles, mais ça ressemble un peu à la présentation Césamats, avec les méthodes et les exercices qui suivent. On est sur le livre scolaire. Ok, et je vois qu'il y a plusieurs méthodes. Ça veut dire que ça, c'est un plan de travail pour une seule séance ou pour plusieurs séances? Non, c'est sur ma séquence sur les probabilités conditionnelles. Donc, ça va la durer... séquence entière, d'accord. Oui, ce qui fait que c'est aussi par exemple, les exercices qui leur ont posé souci, ça va être le travail à la maison. À la maison, on ne va pas faire des choses nouvelles ou des choses compliquées, on va aller renforcer des choses qu'on a déjà faites en classe et pour lesquelles j'ai accès à la correction. Okay. Donc, ça m'évite lorsqu'ils travaillent à la maison, parce que je sais qu'il y en a qui ont des cours particuliers et ceux qui n'ont pas de cours particuliers, je creuse les inégalités s'ils n'ont pas de soutien. Donc, ils ont le soutien comment? En ayant accès à la correction et en pouvant venir avec des questions. Alors, il y en a qui m'envoient des questions dans le week-end, ou moi, j'y réponds, comme je leur dis, souvent, ils s'excusent de me déranger. Je dis, vous ne me dérangez pas. Je réponds aux mails si j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, j'y répondrai en classe. Ce n'est pas grave. Mais ça permet d'avoir une relation complètement différente, ce qui fait que je gagne du temps à ne plus corriger de devoirs maison non plus. Je ne sais pas qui l'a fait. Le devoir maison, ils en ont, mais ils ont la correction à disposition. Et donc, ils reviennent plutôt avec des questions. Et là, c'est beaucoup plus, il y a une rétroaction qui est beaucoup plus fine, personnelle. Et donc, je gagne du temps à ne plus corriger en classe entière, très peu. Au début, je fais 1 ou 2 exercices en classe entière, et puis après, chacun va à son rythme. Donc, juste des exercices que j'ai identifiés comme importants ou sur lesquels je veux insister sur la rédaction, par exemple.
Il y avait une autre question. Alors, il y a marqué CP, donc je ne connais pas le... Ah oui, pardon, je n'avais pas fait gaffe. C'est Carole Percy, je suis à Saragosse, c'est Molière. Comment, je voulais savoir, voilà, une question qui a été posée, donc ça, c'est un plan de travail pour une séquence entière. Et du coup, au niveau de la planification, quand tu mets à partir de la page 284, méthode, etc., du coup, les différents points de la séquence sont abordés à différents moments par tous les élèves, en fait. Chacun à son rythme. OK. C'est ça. Alors, j'ai quand même fait la leçon, mais la leçon, je ne vais pas la faire en un seul coup. Donc, je vais démarrer une autre séance en peut-être expliquant la notion qui va être sur la méthode ici, alors que j'ai des élèves, parce que j'ai des élèves qui en sont déjà là, alors que les autres ne sont pas encore là. Mais tant pis, je vais commencer et après, je referai, donc je vais l'expliquer à tout le monde pour gagner du temps. Et après, je vais faire des points de connaissance qu'avec 4-5 élèves qui ont besoin. Donc, par exemple, ce matin, j'aurais dit, on travaillait sur les probabilités conditionnelles, et puis il y en a qui ne se souvenaient plus de notions antérieures, notamment l'union entre deux événements, A ou B. Ils ne voyaient plus le lien avec le A et B de l'intersection. Eh bien, ils sont revenus. Avec moi, j'en avais que 4 ou 5 autour de moi. On a travaillé autour du tableau, et je les ai aidés à comprendre une notion antérieure. Pareil, j'ai des élèves qui étaient absents à cause du Covid. Donc, pendant que les autres travaillent sur le plan de travail, je peux travailler qu'avec ces élèves-là et refaire la leçon à laquelle ils n'ont pas assisté puisqu'ils étaient absents. D'accord. Et du coup, au niveau de la trace écrite que sur la diapo précédente, tu avais mis là quand il y avait le schéma situation de problème, travail individuel, etc. La trace écrite, donc là, c'est eux qui la construisent tout seuls à partir de ce qu'ils voient dans le bouquin. Alors, je vais varier, c'est-à-dire qu'en début d'année, la trace écrite, je la projette avec un diaporama et la recopie. Puis on fait le constat qu'on y a quand même passé 1h15 à recopier, qu'on aurait peut-être pu faire autre chose puisqu'elle était déjà dans le livre. Donc, la deuxième fois, je vais projeter celle du livre et puis on va lire pourquoi il y a écrit propriété, pourquoi il y a écrit définition, quels sont les mots les plus importants, quelle est la partie la plus importante de la leçon. D'ailleurs, c'est quoi la partie la plus importante de la leçon ? C'est la définition, parce qu'à partir de la définition, si on est d'accord sur cette chose-là, tout le reste va en découler. Toutes les propriétés ou les théorèmes, on pourra les démontrer. Pourquoi certaines choses s'appellent propriétés, d'autres théorèmes ? Pourquoi il y a écrit des fois le mot « une » ou des fois le « une solution » ou « la solution ». Donc, on va pouvoir analyser le texte et être fin sur cette partie-là, parce qu'on se dégage du temps, on n'a plus à recopier sans comprendre. Par contre, il faut quand même qu'ils se construisent leur propre trace écrite. Donc, au début, on va le faire ensemble. On va en faire une carte mentale, par exemple, ensemble. Une autre fois, je vais distribuer une feuille à trous. C'est eux qui vont devoir la compléter en allant à partir de mes explications. Il y a toujours les explications, mais pendant que j'explique, ils ne font rien d'autre qu'écouter et poser des questions. Ils ne copient pas pendant que j'explique, sinon ils vont louper des informations. Ils sont en train de zapper. Ça fait surcharge cognitive, surtout pas. D'accord. Et la dernière question, c'était question logistique. Par rapport aux corrections des exercices, tu leur mets ça sur comment dire, je sais plus le mot là. Je j'ai des photocopies en classe. D'accord. Mais pas une photocopie par élève, quoi. Un petit genre. À cause du Covid, j'ai eu une période où j'en faisais une par élève. Ouais. Maintenant qu'on a un peu pris plus de liberté, on a pris l'habitude aussi de désinfecter les mains en arrivant en classe. On a toujours le masque jusqu'à la semaine prochaine. Je fais une vingtaine de photocopies pour 60 élèves. D'accord. Okay. Donc, j'ai 2 classes de 30 élèves. Donc, ils me les rendent après. S'il y en a qui veulent les garder, je refais des photocopies à la demande, mais ils l'ont dans le NT ensuite. D'accord. OK. Très bien. Merci. Et puis, une fois qu'ils savent l'utiliser, ils n'en ont plus d'utilité. Donc. Oui. Certains aussi prennent des photos, des explications que j'ai pu donner en classe. Et à partir des photos du tableau, ça les aide à finir leur résumé à la maison. D'accord. Mais il n'y en a pas qui prennent les corrigés et qui, du coup, recopient le corrigé sans forcément avoir bien compris, en se disant, bon, ben voilà, j'ai fait l'exercice. C'est exactement ce que je leur dis au début. Je leur dis, c'est super, vous avez le corrigé, vous pouvez le recopier, le travail sera terminé. Surtout quand il y a des dispositifs qui s'appellent devoirs faits, ça me fait bondir. Il suffit que les devoirs soient faits pour que ce soit fini. Alors que j'ai des élèves qui ne font pas les exercices et qui ont de très bonnes notes. J'ai quelques très bons élèves, vous regardez leur cahier, il est presque vide. Qu'est-ce qu'ils font ?
ils vont lire la consigne, ils imaginent dans la tête comment ils pourraient résoudre le problème, ils vont de suite voir dans la correction, entre leur idée et ce qu'il faut faire, je vous garantis qu'ils arrivent à le refaire après, alors qu'ils n'ont pas copié des pages et des pages. À côté de ça, j'en ai qui copient des pages et des pages et qui ne réussissent pas parce qu'ils essayent de trouver des recettes et d'automatiser des recettes par répétition sans comprendre le concept qui se cache derrière. Donc oui, au début, je leur dis, allez-y, c'est bon. Mais une des précautions, c'est je devrais savoir refaire seul. Le travail sera réussi si je sais refaire seul. Je vous propose d'avancer un petit peu, parce que peut-être que ça va répondre à d'autres questions, ou que ça va en soulever d'autres. Alors, je pourrais vous montrer un petit extrait en classe. Simplement, j'ai un extrait lorsque j'étais professeur de technologie, mais en mathématiques, je n'ai pas le droit à l'image. Donc, je verrai après, suivant le temps que l'on a, si vous voulez un petit extrait. La coopération, comment elle intervient par rapport à la différenciation au plan de travail? D'abord, le travail en groupe. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste pour créer le besoin de la leçon. Il faut faire attention de ne pas être d'accord. Conflit socio-cognitif, et ça crée le besoin de la leçon. Puis après, on va avoir des modalités comme en début d'apprentissage, ce n'est pas facile lorsqu'on débute quelque chose. Donc, on peut avoir de l'entraide. L'idée, c'est de s'associer face à une difficulté. On se met à deux. Et là, la précaution, c'est de s'assurer que les deux soient investis et qu'on sache refaire seul. Donc, ils essayent d'être attentifs aux camarades qui se mettent avec eux aussi. Donc, il y a de la bienveillance qui va s'installer progressivement pour dire, au fait, tu t'es mis avec moi, mais est-ce que tu vas savoir refaire seul? Oui, on regarde. Il peut y avoir de l'aide. L'aide, ça sert à débloquer. Je ne suis pas obligé d'attendre que le prof arrive. Je ne peux pas me diviser en 30. Plus j'ai d'élèves, plus j'ai besoin de travailler comme ça. Et là, la précaution, c'est de laisser prendre l'initiative à celui qui demande de l'aide. Je ne vais pas aider quelqu'un qui ne m'a pas demandé de l'aide. Donc, j'ai un élève, là, il ne vient pas me voir. Si c'est moi qui vais le voir, ça génère deux choses. La première, il sait que je viendrai le voir, donc il va m'attendre pour se mettre au travail. C'est les enfants qui tendent le pied en attendant qu'on vienne leur faire les lacets. Ils n'apprennent pas à faire leurs lacets. Dominique Ducheton utilise souvent cet exemple. Et l'autre chose, c'est les jeunes que je vais voir. Ils disent, ah ouais, le prof, il vient me voir, c'est parce que je suis nul. Ou des fois, nous, en voulant bien faire, en pédagogie, de toutes mes lectures, là, ce que je retiendrai, c'est qu'il faut se méfier du bon sens. Quand j'entends des politiciens parler de bon sens, je bondis parce que le bon sens est contre-intuitif. En fait, on se dit, tiens, c'est bon sens, tu as fini ton travail, toi, machin est en difficulté, va l'aider. Et en fait, en faisant ça, on risque d'augmenter ce sentiment d'impuissance apprise. Je suis impuissant, je suis obligé de compter sur quelqu'un, j'y arriverai jamais tout seul. Et puis, le souci de l'aide, c'est que des élèves ne savent pas aider. Ils vont aller donner la réponse, ils vont vouloir jouer au prof, ils vont même jouer au petit chef des fois. Donc, il va falloir former ces élèves à comment on aide. On va aider en posant des questions. On va aider, les premières questions, c'est de quelle notion on est en train de parler. Est-ce que tu saurais dire dans le livre quelle est la connaissance qu'il faut utiliser pour résoudre cet exercice? Vous avez vu tout à l'heure les méthodes qu'il y avait écrites. C'était quoi les méthodes? C'est rien d'autre que des exercices corrigés. J'essaye de comprendre la correction d'un exercice et j'essaie de l'appliquer sur un nouvel exercice. Essayer de comprendre la correction d'un exercice est des fois plus efficace que réexpliquer à l'élève. Là, il y a des travaux, c'est André Tricot qui m'avait fait remarquer ça lors d'une de ses interventions. Donc, on va avoir ces possibilités-là. Et donc, là, ça va être très court, ces moments de tutorat. Donc, on forme celui qui demande de l'aide d'abord. Il faut oser demander de l'aide. Et le fait que moi, en début d'apprentissage, pendant le plan de travail, je reste à mon bureau, je ne bouge pas. Et je leur demande après pourquoi je n'ai pas bougé. Parce que vous étiez responsable de venir me demander de l'aide ou pas. Si quand ça sonne, vous franchissez cette porte en n'ayant rien appris, c'est de votre responsabilité. Alors, je fais un petit test en début d'année pour les provoquer là-dessus. Là aussi, c'est une idée de Sylvain Connac. Je ne sais pas d'où il la sort, mais je leur ai demandé premier cours, je ne les connais pas. Sur une fiche, je leur demande de mettre leur nom, leur prénom. Alors, ils s'attendent à faire une fiche de renseignement. Je leur demande de chiffonner ceci.
je pose la poubelle sur le bureau, je leur dis, celui qui arrive à mettre le papier dans la poubelle a un point de plus sur la première évaluation de l'année. Oh, c'est pas vrai. Je vous donne 5 secondes. 5, 4, 3. Alors là, c'est parti dans tous les sens. J'en prends dans la tête, il y en a partout. Et puis, il n'y a que 3-4 papiers dans la poubelle sur 30 élèves. Donc, il y en a qui trouvent ça injuste parce que ceux de devant ont réussi à atteindre la poubelle, ils n'avaient plus qu'à tendre la main. Ceux du fond n'ont pas réussi. J'ai dit, mais attendez, quand vous êtes rentrés, je ne vous ai pas placé, vous avez choisi votre place. Les premiers qui sont rentrés ont été se mettre au fond ou sur le côté. Donc, en faisant ça, vous vous êtes éloigné du savoir. Vous êtes éloigné de la possibilité de rétroaction. Les autres, je vais voir les erreurs, je vais pouvoir les aider à apprendre et à rectifier de leurs erreurs avant l'évaluation écrite collective. Et alors que vous, je risque de ne pas venir vous voir. Vous avez vu, la salle elle est petite, vous êtes 34, je risque de ne pas pouvoir passer au fond ni sur les côtés. Donc, vous pouvez rester sur les côtés, vous pouvez rester au fond, mais c'est de votre responsabilité, c'est à vous à venir me voir, à essayer de participer pour me donner les informations que je ne peux pas collecter d'un simple coup d'œil. Une autre chose aussi, c'est qu'en restant là, au bout de 5 minutes, je m'arrête et je dis à la classe, hop, on s'arrête. Combien d'élèves sont venus me voir? Ben, vous avez à peu près en 5 minutes 3-4 élèves qui sont venus me voir. Comme par hasard, c'est les élèves qui ont les meilleures notes. Comme par hasard, c'est les élèves les meilleurs en maths. Pourquoi ils viennent me voir? Parce qu'ils ont besoin d'un retour immédiat. Et c'est eux et pourquoi ils ont les meilleures notes? Parce qu'eux, ils vont faire 7 ou 8 exercices quand les autres en auront fait 2 ou 3. Ils ne vont pas rester 20 minutes bloqués sur un exercice à attendre que le prof passe. Ils vont être responsables et venir de suite. Eh bien, cet apprentissage-là fait que on arrive à un système de tutorat où on forme d'abord la personne qui doit demander de l'aide. Donc, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, c'est une stratégie pour apprendre plus vite. Ça devient une stratégie. C'est génial de parler comme ça. Et ensuite, on forme les tuteurs pour qu'ils posent des questions qui s'assurent que la personne saura refaire seule. C'est la différence entre l'aide et le tutorat. Et le souci, à quoi il va falloir être attentif, c'est que si c'est toujours les mêmes élèves qui sont tuteurs, comme le tutorat profite davantage à celui qui aide qu'à celui qui est aidé, là aussi c'est contre-intuitif, il faudrait que tous puissent être tuteurs à tour de rôle. Alors pour ça, je vais avoir d'autres stratégies. Par exemple, lorsque je vais aborder une notion en première comme le produit scalaire ou les identités remarquables en seconde, vous pouvez constituer des groupes au hasard, donner une notion à certains élèves, et puis à eux de devenir tuteurs pour les autres. C'est une espèce de monitorat. Ils vont devoir aller expliquer aux autres ce qu'eux ont compris. Donc, je vais pouvoir donner des informations à des élèves qui, d'habitude, sont plutôt aidés. Et ça va être à leur tour d'aller expliquer aux autres. Alors, ça, c'est des systèmes comme les classes puzzle, par exemple, où on va avoir des modalités qui vont permettre d'avoir une réciprocité dans le tutorat. Alors, souvent, la réciprocité dans le tutorat, elle se fait facilement parce que, allez, là, je donne un chiffre, ça ne vient pas de recherche, mais c'est moi qui dirais que 6-7 fois sur 10, la demande d'aide, elle se fait sur la compréhension de la consigne. Tiens, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire déjà? Et bien là, un élève qui n'a pas de bons résultats en maths peut quand même être tuteur sur la compréhension de la consigne. Donc, au niveau de l'estime de soi, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà le lien qu'il va y avoir entre coopération et différenciation pendant ces temps d'apprentissage, d'exercice, où on va travailler sur le plan de travail. On a des modalités variées, des possibilités de soutien à tout moment, des moments de rétroaction par de l'auto-évaluation, de l'évaluation entre pairs, l'évaluation formative de l'enseignant, qui vont faire que, et puis la formation des élèves à une autonomie responsable. Si vous venez me voir en classe à cette période, je peux vous assurer que je pars faire mes photocopies à la salle des profs qui est à côté, je n'ai pas le droit, mais je peux partir et revenir, ça bosse. Alors qu'en début d'année, j'en avais qui montaient sur les tables, pour lancer la boule de papier dans la poubelle, ou qui prenaient leur téléphone portable à la moindre occasion, ou qui bavardaient, qui faisaient autre chose.
Donc, qu'est-ce que c'est le principe? C'est qu'à chaque fois que j'échoue en maths, ce n'est pas que je suis nul. J'apprends de mes erreurs. Et à chaque fois que je commets une erreur, c'est un moyen pour apprendre. Super, bonne nouvelle, je vais apprendre à condition de demander de l'aide. Donc, là, il y a un lien avec, il faut réfléchir aussi à l'évaluation. Donc là, c'est sur un livre de Sylvain Connac en 2012 que j'avais découvert. Alors, j'avais découvert Sylvain Connac pour la petite anecdote, parce que j'avais des sixièmes, lorsque je leur tournais le dos, ils se tapaient dessus. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire. Bon, ben, c'est en découvrant les travaux de Sylvain, en essayant, j'y suis pas arrivé de suite. Première fois que j'ai voulu mettre des salles en îlot, je ne savais pas gérer le bruit, il y avait tellement de bruit que je suis vite reparti en salle en autobus. Aujourd'hui, j'ai des outils pour gérer le bruit, notamment, il est interdit de parler. Je chuchote ou on murmure. Ça vous change la vie. Donc, il va être responsable aussi de l'entretien du calme. Donc, j'en reviens sur l'évaluation. L'évaluation, à tout moment, je dois pouvoir avoir du soutien et de l'aide, sinon je vais abandonner. Je vais être valorisé parce que je vais gagner en liberté, en responsabilité. Donc la responsabilité, je peux être responsable des exercices que je fais, j'ai du choix dans les exercices que je fais. Je peux même faire des exercices qui sont hors de ce qui m'est demandé, au-delà de ce qui m'est demandé, ou responsable de repasser des choses sur lesquelles j'ai échoué. Et donc, je vais pouvoir repasser une évaluation pour montrer mes progrès. Et donc, je vais avoir de la reconnaissance où on va reconnaître que, ben voilà, c'est bien, tu as atteint le niveau 4e en résolution d'équation, tu es en seconde, c'est déjà bien, parce que tu partais d'un niveau 6e. Donc, ce n'est pas démagogique. Et il avait 1 sur 20 de moyenne, l'élève dont je parle, il a aujourd'hui 6 ou 7. Ben, ça ne va pas être suffisant pour suivre l'année prochaine, mais il a repris confiance en lui et quelle que soit l'orientation qu'il prendra, c'est toujours ça de gagner. Alors que cet élève était debout sur la table à me jeter une boulette de papier en début d'année. Donc, je reprends la trame de tout à l'heure. Vous voyez qu'on est tout le temps en évaluation formative, on est tout le temps en évaluation dans les modalités qu'on a. À chaque fois qu'il y a une erreur, je m'évalue, je m'auto-évalue, j'essaie de comprendre où le prof me dit qu'il y a une erreur, ou un camarade me dit qu'il y a une erreur, et j'essaye d'apprendre. Donc ça, c'est un retour d'information. Je vais avoir, donc, je vous disais, aux 2/3 du plan de travail, une évaluation, pour tout le monde, la même, alors que certains sont prêts même à aller au-delà, et d'autres ont du retard sur les apprentissages. Ils ont peut-être pris la ligne de départ un peu loin. Eh bien, 2 possibilités. Soit ils n'ont pas réussi l'évaluation, soit ils l'ont réussi. S'ils n'ont pas réussi, je vais pouvoir prendre un groupe de soutien pendant 20 minutes et travailler avec eux. Par contre, ce n'est pas le groupe des nuls qui est tout le temps ensemble. Le reste du temps, après, ils repartent travailler avec les autres. Je ne les sépare pas constamment, sinon c'est horrible pour eux. Là, je leur apporte du soutien. On va travailler. Alors moi, j'ai 3 tableaux. J'ai fait mettre des tableaux en fond de classe. J'utilise des tableaux en fond de classe, par exemple. Et ils vont avoir l'obligation de réessayer. Donc, on est dans un système de boucle évaluative. Je n'ai pas réussi, j'ai l'obligation de réessayer, j'ai droit à de l'aide et je peux demander à être à nouveau évalué quand je me sentirai prêt, avec le délai quand même de la fin du trimestre. Et si j'ai réussi, groupe d'approfondissement, je vais pouvoir aller plus loin. Donc, mon intention dans le premier cas, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne laisser personne sur le bord du chemin. Mon intention dans le deuxième cas, c'est d'éviter la réduction des exigences, parce que pour différencier, alors il y avait eu, c'est le SNESCO, je crois, qui avait fait une conférence de consensus il y a 5 ans, par là, où on voyait que les enseignants différencient, mais ils ont tendance à différencier en baissant le niveau d'exigence, notamment en REP. Alors, ça n'a pas fait plaisir aux collègues de REP à l'époque, mais il y a ce risque de demander moins parce que, tandis que là, je continue. Tant pis, tu as 7 sur 20 parce que ce n'est pas le niveau nécessaire. Mais ce n'est pas grave, il est content d'avoir 7. Il partait de 1. Donc là aussi, il y a toute une réflexion sur que veut dire la note. Et on est plus dans... C'est comme une ceinture de compétences, en fait. Alors qu'au lieu de mettre une couleur, je mets une note. Mais dans la logique, on est là-dedans. Voilà, moi j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez un petit extrait peut-être en classe de ce que ça donne pour finir les questions, pour vous rendre un petit peu compte. Ça serait super. Hein. Alors par contre, on sera en technologie. Alors en mathématiques, je les ai 4 heures par semaine.
À chaque fois qu'il y a des exercices d'entraînement, je fonctionne comme ça. Et aussi, 1 heure de temps en temps, comme ce matin, par exemple, je dis, allez, pendant 1 heure, on arrête d'apprendre des choses nouvelles, vous revenez sur votre plan de travail et vous allez retravailler les choses qui vous posent souci, voire des leçons des années précédentes. C'est pour ça qu'avec la réforme du collège et il y avait ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé. Moi, l'accompagnement personnalisé, il est inclus dans ma progression. Je sais qu'à telle période, je dois avoir fini le chapitre. Par contre, si on a fini dans 2 semaines, je sais qu'il y aura 1 ou 2 heures dans lesquelles ils vont pouvoir travailler à leur rythme. Donc, je vous montre un petit peu. On était en classe de 4e en technologie au mois de janvier. Donc, on est en classe de 4e en technologie pendant 1 demi-heure, 25 minutes, même c'est écrit au tableau. Ces élèves vont devoir revenir sur des notions qui ont déjà été travaillées et je réservais 2-3 séances avant la fin du trimestre pour qu'ils puissent augmenter leur niveau de performance avant que je fasse le bilan trimestriel. C'est parti. Dire une notion que vous ne maîtrisez pas encore. Donc pour ça, il faut savoir repérer une compétence sur laquelle vous devez progresser en priorité. Être persévérant, c'est-à-dire essayer encore si on n'a pas réussi. Certains d'entre vous manquent juste un petit peu de temps et d'entraînement pour à nouveau essayer seul d'ici la fin du trimestre. Et enfin, participer à l'ambiance de coopération dans la classe. Donc comme d'habitude, vous pourrez utiliser le tableau qui est là-bas avec la partie « Je peux aider, j'ai besoin d'aide ». Ceux qui savent ce qu'ils ont à faire, un soleil. Si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, un nuage. Si vous avez besoin d'aide. Et si vous n'avez pas envie de travailler, la pluie. J'ai pas envie de travailler, j'ai besoin d'aide pour travailler. Je sais ce que j'ai à faire. 3, 2, 1, c'est parti. Pas de pluie. Ceux qui ont besoin d'aide, vous venez me voir. Et les autres, c'est parti. Allez. Pourquoi tu n'as pas besoin d'aide? Non. Le mec qui m'avait mis 0, qui n'avait pas réussi. Si vous avez un souci, vous avez le droit de demander de l'aide, puis il va savoir le c'est sur celui-là que tu le reprends et je viens te voir. Alors, si vous laissez tout le temps le chauffage branché, la température, est-ce qu'elle va baisser ou est-ce qu'elle ne va faire qu'augmenter? Oui. Donc là, vous êtes en train de vérifier si le chauffage fonctionne. Vous n'êtes pas en train de vérifier si le matériau est un bon isolant thermique. Comment vous pourriez vérifier que le matériau est un bon isolant thermique? Ok. Vous êtes sur quoi alors? Qui c'est qu'il pourrait t'aider alors? Est-ce qu'il y en a un ou deux à qui tu penses pouvoir le demander? Allez, tu sais ce qui... Tu peux l'aider? Oui. Allez, je vous laisse faire. C'est ça? Allez, vous, on va prendre un petit peu de temps. Comment choisir son ampoule? Alors, essayez de préciser en fonction de quoi? Est-ce que c'est en fonction du prix? Est-ce que c'est en fonction de l'esthétique? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et j'y répondrai avant qu'on arrête. Regardez sur les maquettes là-bas, il y a marqué efficacité énergétique. Ça s'appelle un protocole. Ce qui est important, c'est que si on veut comparer, il faut qu'il y ait toujours la même luminosité. C'est pour pas que la lumière varie pour pouvoir comparer. On le fait séparément? Ouais, non. Mais je fais le brouillon du copier et après on mettra ce qu'on fait. Moi je Voilà, je reviens parmi vous. Questions, remarques?
Lors de la réévaluation, la nouvelle note remplace la première. Au tout début de l'année, oui, pour leur apprendre qu'on a le droit à l'erreur, à se tromper, à réessayer. Puis ensuite, je vais leur dire, ils ont la date à laquelle il y a le test sur le plan de travail. Il y avait une case avec la date. Et je vais leur dire qu'il va falloir être performant dès la première fois. Ils auront droit à d'autres essais, bien entendu, mais cette fois-ci, je ferai la moyenne des deux parce que j'avais constaté que certains attendaient d'avoir passé la première évaluation pour après faire du bachotage sur le type d'exercice que je donnais et en repasser une. Donc, je voulais éviter ça et qu'il y ait davantage d'engagement. Donc, en début d'année, oui, pour que je remplace, pour que l'élève comprenne le droit à l'erreur. Ensuite, voilà. Mais il y a en même temps, là, il y a des dilemmes à lever. C'est qu'après aussi, maintenant, je sais qu'il y arrive. Pourquoi aller faire la moyenne alors qu'avant, il n'y arrivait pas? Renaud Lavillenie, je sais qu'il passe régulièrement les 6 mètres au saut à la perche. Pourquoi je vais aller comptabiliser toutes les fois où il a échoué? Non, je sais que la prochaine fois qu'il va être devant sa perche, devant sa barre, il risque de franchir au moins les 5,90 m. Donc, voilà, j'ai toujours un dilemme et je suis un peu partagé, donc je joue un peu sur les coefficients, mais avec de temps en temps leur disant, voilà, vous avez la possibilité de repasser, par contre, à telle date, j'aimerais que vous soyez le plus performant possible. Ça oblige à s'engager davantage. D'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je voulais dire que j'avais trouvé quelque chose de très bien que je vais appliquer, je pense, dès lundi dans ma classe. C'est le soleil, le nuage et la pluie. J'ai trouvé super. Par contre, je me suis dit que voilà, je connais mes élèves, je suis en CE1, CE2. Hein. Je vais avoir de la pluie, je le sais. Et je me demande comment gérer ça. Alors moi, je leur demande, alors déjà, je protège la parole, parce qu'après, je donne un temps de parole. Pourquoi certains ont souhaité de mettre de la pluie, d'autres le nuage. J'en fais d'abord sur les émotions des météos de ce type. Donc, je vais bien, pas bien, ni l'un ni l'autre. Et donc, il y en a qui s'expriment devant la classe à une condition. Principe de cohérence de Daniel Favre, on a tous le droit de ressentir des émotions différentes, on a nos propres raisons, les autres ne se moquent pas. Donc, on ne fait pas de commentaires, on ne se moque pas de la personne qui va faire un choix différent d'une autre. Donc, j'essaie de sécuriser ça. Progressivement, la parole va se libérer. Et il y en a qui osent dire devant la classe qu'ils n'ont pas envie de travailler aujourd'hui parce qu'ils ont été chez l'orthodontiste et qu'ils ont mal aux dents. D'autres, voilà, ça ne va pas bien. En ce moment, il y avait une classe qui a été filmée juste après où l'élève dit que ça n'allait pas bien chez lui. On l'a enlevé du montage parce que voilà, ça pouvait poser un souci, d'autant plus que son papa travaillait au collège. Et puis d'autres qui ne vont pas du tout l'exprimer. Mais par contre, ils vont l'exprimer plus tard parce que je finis par même leur envoyer un petit message pour dire je sens que c'est pas bien ces temps-ci, par le NT par exemple. Voilà, donc encore une élève hier soir qui me dit oui, ça va pas trop, mais n'en parlez pas à mes parents s'il vous plaît. Sa maman, elle aussi, est une collègue. C'est pas toujours le cas, mais. Et j'ai juste demandé est-ce que si je dis rien et qu'il t'arrive quelque chose de grave, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Est-ce que tu penses que ça nécessite d'en parler à un adulte? Elle me dit non, ne vous inquiétez pas. Et puis des fois, ils viennent me dire des choses bien plus graves. Et donc après, il y en a qui ne veulent pas travailler. Voilà, la fille qui me dit, ma maman, elle fait chimio en ce moment. Donc ok, le théorème de Pythagore ce matin. Par contre, elle est revenue la séance après. J'ai dit, je peux pas... La dernière fois, j'ai accepté que tu fasses rien. Là, par contre, je ne peux pas te laisser partir sans que tu fasses rien. Donc là, elle est restée quand même une séance sans rien faire. Effectivement, je comprends le cas, ma maman et tout. Je lui ai proposé d'aller voir l'infirmière. J'ai la chance d'avoir une infirmière dans l'établissement. Par contre, elle est revenue en me disant j'ai travaillé sur le plan de travail avec mon papa. Elle avait fait tous les exercices chez elle. D'accord. Donc voilà, progressivement, j'ai des élèves on leur fait confiance, on les comprend et ils finissent par s'investir. Puis des fois, aujourd'hui, oui, vous avez raison, c'est vendredi, moi aussi, je n'ai pas trop envie de travailler. Par contre, on se voit tous les vendredis, toute l'année. Comment faire? D'accord, donc en fait, oui, voilà, c'est une relation de confiance qu'on a avec nos élèves qui font qu'on peut leur laisser l'opportunité une fois de dire aujourd'hui, je ne peux pas. Et par contre, mais bon, voilà, moi, le souci, c'est que je les ai de 8h à 15h. Et c'est vrai qu'après, c'est compliqué s'il me dit aujourd'hui, je ne veux rien faire, rien faire de la journée. Mais du coup, effectivement, des fois, la parole libère et
permet d'avancer. OK. Et d'avoir le Très droit bien. de faire une pause. Si à un moment donné, il veut faire une pause, eh bien, prends 5 minutes. D'accord. On Oui, se je remet à comprends. travailler après. Je comprends. Oui, du coup, c'est un travail sur gérer son émotion tout en gérant son temps de travail. Exactement. OK, parfait. Et c'est Merci. vraiment ça l'apprentissage de l'autonomie, de la responsabilité. Parce que voilà, le travail sur les émotions, on l'a beaucoup fait parce que j'ai une classe qui est pas très facile. Donc voilà, du coup, je me demandais vraiment comment c'était adaptable cette pluie. Je vais. Et après, c'est un outil de sondage très bien pour plein de choses. Simplement, tout le monde le voit. Oui. Donc après, j'ai des outils comme l'outil Plickers, où il y en a un autre QCM-CAM fait par un collègue de maths, qui permet de faire des sondages où cette fois-ci, moi, je sais ce qu'ils ont répondu, mais c'est confidentiel, ça reste entre eux et moi. Ce n'est pas public devant toute la classe. Et ça ne peut pas permettre justement de mettre en place du tutorat? Bon, il y en a qui ont besoin d'aide. Est-ce que certains veulent aller les aider? Et ben là, il y avait le tableau avec j'ai besoin d'aide, Ah oui. oui, voilà. Où il y a quelqu'un qui vient de mettre dans le chat, Jean-Yves, qui dit le tétraède est bien pour ça aussi. C'est une petite Ah oui, j'ai pyramide. déjà utilisé Voilà. en CM1, c'est juste. Voilà. Oui, je m'en suis déjà servi. Ou c'est la couleur, si c'est rouge au-dessus, c'est que quelqu'un a besoin d'aide. Et si c'est bleu, c'est que moi, je peux donner de l'aide. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai une collègue qui l'a testé, elle s'est filmée, puis elle m'a envoyé le film, voir ce que j'en pensais, parce qu'elle m'a dit ça ne marche pas. Et en fait, elle passait voir les élèves, elle était attentive à ce que faisaient les élèves sur le cahier d'exercice, est-ce que c'était juste ou si c'était faux, au lieu de collecter l'information du tétraède. Et elle avait une élève qui restait pendant un quart d'heure dans la vidéo, le bras levé, à attendre l'aide. Et au final, elle a baissé le bras, l'élève, elle a fini par aller se chercher un exercice autocorrectif et elle s'est débloquée toute seule. Mais on ne peut pas tout voir. Non. Donc, moi, le tétraède, avec 34 élèves, j'ai du mal. Je les ai fabriqués, puis j'ai fini par laisser tomber, mais il y en a qui arrivent à l'utiliser, mais ça veut dire que si je l'utilise, je ne regarde que ça, rien d'autre. Et puis c'est pareil, c'est toujours les mêmes tuteurs. Et bon, mais ça, on y vient petit à petit. Oui. Merci. De rien. Merci Wilfried. Oui, je ne savais pas, on n'avait qu'1 heure de temps, on a un tout petit peu dépassé. Un grand merci, Cyril. De rien. Merci à vous pour votre confiance également. Cyril, avant de se une météo des émotions. Alors, eh ben, je vous laisse la lancer. Vous êtes alors à 3, c'est... Attends, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a mis la caméra, donc il faut voir. On a besoin d'ondes positives. Donc allez, tu me marques que tu voulais le lancer. Vas-y. Alors la météo des émotions, donnée par et inspirée par Cyril. Si je me sens, mais alors en super forme, plein d'énergie, avec plein de bonnes ondes suite à cette intervention, je fais comme cela. Si je me sens moyen, c'était bien, mais je ne me sens pas encore en super forme ou en super état pour réinvestir tout ça et me l'approprier. Je fais comme ça. Et si jamais bof, et je ne me sens pas en super forme parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi et je suis très fatigué, c'est comme ça. Et alors, donc, on y va. On y va à 3, 2, 1. Super. Merci Cyril. Un grand merci Cyril. Merci à vous. Il m'a fallu 15 ans pour arriver à ça. Donc, voilà, on ne change pas tout en une seule fois. Il y en a qui ont dit déjà la météo, je veux bien l'essayer ou une petite chose. Donc, en tout cas, Cyril, ici, la météo des émotions pleut dans toutes les classes de façon très, très positive. Et donc, voilà, ça a été réinjecté dès vendredi dernier. Les plans de travail commencent à se mettre en place. Enfin, vraiment, on est en pleine émulation. Donc, voilà. Et moi, météo des émotions au Maroc, lundi, mardi, mercredi, à l'occasion du stage de HET. Donc, ça se répand positivement. C'est génial. Tu sèmes des petites graines, Cyril, tu ne peux pas savoir. Donc, c'est l'effet colibri. Chacun fait sa petite part et on se dit qu'on laissera moins d'élèves sur le côté si... chacun fait sa petite part. L'incendie est là, on va essayer de l'éteindre progressivement pour un monde meilleur que celui dans lequel nous sommes en train de vivre. Ça sera le mot de la fin. Ma relation avec les cahiers pédagogiques. Voilà, changeons l'école pour changer la société ou changer la société pour changer l'école.
Bon week-end alors. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres également.